Le Talit Katan, il a quand même une grande importance. Pourquoi? Parce que c'est écrit que, en fait, on n'est pas obligé, donc on ne sera pas jugé durement, disons, négativement. Une personne qui n'aura pas porté un talit, il ne va pas être condamné, accusé ou quoi. Mais la Gemara, elle dit, Beshat ritra, shat ritra, c'est-à-dire, où le Midatadin et le Metucha. Quand il y a, par exemple, quand on avait des bombardements, ou quand il y a une guerre qui sévit quelque chose, qui sévit une épidémie, ça s'appelle Shat Ritra, où il y a quelque chose qui hante un peu autour, et il faut éviter le problème, Midatadin, la rigueur. À ce moment-là, Shat Ritra, à ce moment-là, même quelqu'un qui n'aura pas appliqué une mitzvah qui est facultative, il peut être, comment dirais-je, être obligé de passer par cette épidémie ou passer par le problème. Pourquoi? Parce que dans le ciel, on lui dit pourquoi tu n'as pas pris cette précaution-là. Bon. Donc déjà, première chose, c'est pas évident que quelqu'un qui n'a pas de talit katan, par exemple, qu'il est complètement clean. Ok, il n'a rien fait, c'est vrai qu'il n'a rien fait. Mais chat, il peut avoir un problème. Et deuxième chose, quelqu'un qui est conscient, qui a la possibilité, qui ne travaille pas dans un garage où il transpire comme un fou, à ce moment-là, s'il porte le talit katan, au bout d'une demi-heure, le talit katan, ça devient une éponge, quoi, tu vois. Il y a des cas de figure où il ne peut pas réellement porter un katan. Malgré cela, il y en a qui le font quand même, mais bon, on voit qu'il souffre, le gars, on comprend, tu vois, il a vraiment une bonne excuse. Quelqu'un est dans un bureau avec 15 masganim, il est gelé là-bas, tu vois, ça lui fait ni chaud ni froid de porter un. Au contraire, ça va le réchauffer tellement il fait froid au travail. À ce moment-là, dans ce qu'on appelle le din vecheshbon, alors din ne va pas être jugé, din ne va pas être jugé parce qu'il a fait aucun dégât, il n'a pas fait de problème, il n'a pas annulé de mitzvah ou quoi. Mais dans le cheshbon, on risque dans le ciel, pas qu'on va l'accuser, mais lui-même. On va lui montrer une vidéo, une espèce de film avec le potentiel, mais exploité à fond. On va lui montrer, voilà, ce qui serait passé si tu avais porté, par exemple, un talit katan. Si tu avais fait tel mitzvah qui s'est présenté à toi, facultatif, que tu as dit non, c'est pas la peine. D'accord? Il ne sera pas condamné. Mais du fait qu'on va lui montrer le potentiel plus élevé qu'il aurait pu et dû obtenir, il va se mordre les doigts. Ça s'appelle Rejbon. On va lui montrer le compte facultatif, non exploité, et ça va lui faire très mal. Il y en a qui disent que cette souffrance-là, elle est pire que toutes les punitions. C'est écrit qu'elle est même pire que toutes les punitions, pire que Gehenom, pire que tout. Et pourtant, celui qui lit l'enregistrement Maseret Gehenom, il y a une trentaine de pages là-bas, c'est terrible. Ou alors celui qui lit je sais pas, dans Rochot Mesapot, du Rav Yehuda Ptaya, Tzokal, c'est terrible ces punitions-là, qu'il y a Ributa Kever, Kafakela, des trucs dingues, de folie, des souffrances horribles. Et pourtant, Chazal, il dit que le fait de se mordre les doigts, on lui montre le potentiel non exploité qu'il aurait pu et dû exploiter. On lui dit, c'est pas la peine de le punir. Rien qu'il voit ça, la souffrance automatiquement qu'il a, il se brûle lui-même. Il ne peut pas supporter de voir ça. L'envie. Mais comment tu expliques que moi je vais à la synagogue tous les matins. Les gens qui sont avec moi, c'est des gens qui sont religieux. Mais je crois qu'il y en a un ou deux seulement que j'ai vu avec des tzitzit katan. Et pourtant, c'est des gens, des personnes qui prient tous les matins, qui connaissent comment dire, on les laisse faire la prière. Ça veut dire que apparemment le niveau il n'est pas hyper élevé là où. C'est des gens qui travaillent dur, soit ils travaillent dur. Posons la question. D'abord il y a une chose. D'abord il faut se juger soi-même. Il y a une belle histoire avec le Baal Shem Tov qui raconte comme ça. C'était quelqu'un qui était un élève du Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov, il dit, je vais t'envoyer chez un tzaddik Nistar. Oh, tzaddik Nistar, c'est un grand tzaddik. Il se peut que ce soit l'un des 18 tzaddikim sur lesquels repose le monde. Bon, et donc c'est un grand tzaddik, mais Nistar. Il est camouflé, on ne sait pas qui c'est un tzaddik. Il passe inaperçu. Il est dans une synagogue, dans une rue, dans un quartier. Stam comme ça, bon, tu vois il craint Hachem et tout, il n'y a pas de problème, c'est pas qu'il est sans kippa ou quoi, non. Mais tu te rends pas compte qu'il a une dimension hyper élevée, il passe complètement inaperçu, il est camouflé. Bon. Et le Baal Shem Tov, il envoie passer quelques jours chez lui, le Shabbat, il arrive chez lui, il tape à la porte, il dit voilà, Baal Shem Tov, il m'a dit, est-ce que je peux passer Shabbat chez toi? Il dit avec plaisir, il l'invite et tout. Une famille avec des enfants, tu vois, Ragil, les gamrés Ragil. Il passe chez lui Shabbat, il se dit, wow, qu'est-ce que je vais apprendre ce Shabbat, wow. Les livrets Torah qu'il va me faire et tout.
il arrive le kiddush, il s'assoit, les enfants, donne-moi encore de la banane, donne-moi encore du gâteau, comme ça, tu vois. Il fait un petit Dvar Torah à peine, une percate Amazon, alors tout ce qu'il y a de plus ragil, tu vois, normal, pas de... Il attend, peut-être qu'il va y avoir des chidushim, il va parler des secrets de la Torah, je sais pas, tu vois. Rien de particulier. Bon, allez, on va dormir, un petit gâteau, prends un fruit, une glace, on se voit demain matin, la fila, tout. Il va avec lui le lendemain matin, il revient à la synagogue, ragil, ils font kidouche, les enfants, c'est mon tour, c'est pas ton tour, tais-toi, arrête d'embêter ton frère. Bon. Ensuite, un petit Dvar Torah, quelques chansons, on se repose un peu, un chiot, et ensuite, voilà. Après, on mincha, et vient à l'Avda. Et il s'est rien passé. Il n'a pas vu ni les Navi, ni des Chidushei Torah, ni le feu, ni des choses extraordinaires. Tu vois. Bon, il réfléchit, il dit, mais pourquoi le Baal Shem Tov m'a envoyé ici pour quelque chose. Là, il réfléchit, il dit, tiens, j'ai remarqué dans la synagogue, il y avait quand même quelques numéros, quelques zigotos un peu, tu vois. Il parle, il papote, il parle de ce qui s'est passé dans la politique. Trump, il n'a pas attaqué pour la 10e fois à Trump, tu vois. Bon, il parle de ça dans la synagogue, ça se fait pas dans la synagogue. Et Kol Sheken, Shabbat, qu'on parle pas de ces choses-là. Donc il dit, et j'ai remarqué, mon hôte, il a rien dit. Il les a entendus parler, ni il écoute, il prête pas attention, mais il les réprimande pas. Et la Gemara, elle dit que c'est important quand quelqu'un, il peut réprimander. Ça aussi, il peut peut-être empêcher, leur dire gentiment ou poliment, ou leur parler indirectement, ou leur faire l'allusion, ou quoi, mais trouver un moyen de peut-être les éloigner de ça. Et j'ai remarqué, il a rien fait. Il dit peut-être que pour ça, le Hachem Tov à moi, peut-être que moi, il voulait que je remarque ça. Et comme il est tellement modeste, et tellement il fait pas attention, peut-être que pour le réveiller dans ça. Alors avant de se quitter, il dit, je vais lui faire une petite remarque. Il va voir l'autre, il lui dit, merci pour le Shabbat et tout, comme ça, vraiment c'était merveilleux et tout. Est-ce que je peux te dire une petite chose? Alors il lui dit quoi? Il lui explique, il lui raconte ce qui s'est passé à la synagogue, qui parlait de politique, qui parlait de la finance, tu vois, comme ça. Et j'ai remarqué, toi tu n'as pas prêté attention, et peut-être si tu prêtais attention, tu pourrais leur faire la remarque, peut-être tu pourrais les sauver, tout ça, tu vois. Et lui, il se met à réfléchir, il le regarde d'un air comme ça, tu vois, grisonnant, tu vois. Et tout d'un coup, il y a la pilule qui tombe, il dit, tu sais, ça fait 20 ans que j'habite dans ce quartier, j'ai jamais fait attention à ça. J'ai jamais prêté. Maintenant que tu viens, maintenant je fais attention à ça. Tout d'un coup, il prend une expression moins sympathique, et il dit, tu sais, si depuis 20 ans que je suis là, j'ai jamais prêté attention, et toi, en une fois, tu as remarqué ça, ça veut dire que tu n'es pas occupé à l'étaken tatzmecha, à te réparer toi-même. Si tu étais occupé à te réparer toi-même, jamais tu aurais prêté attention à ça autour de toi. Donc il faut que tu fasses attention à te réparer toi-même au lieu de prêter attention aux autres. Comme ça, il a fait. Et enfin, il a compris pourquoi le Hachem Tov, il l'a envoyé là. Il a dit, tu es préoccupé, regarde autour de toi, radar, comme ça, regarde autour de toi, mais en toi-même, tu ne te répares pas. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, nous, on doit être occupé à se réparer soi-même. Est-ce que moi j'ai un talit? Est-ce que moi j'ai pas un talit? Est-ce que moi je parle à la synagogue? Est-ce que moi je parle pas à la synagogue? Est-ce que moi je fais ci? Est-ce que moi je fais ça? Est-ce que j'ai un œil bienveillant ou moins bienveillant? Des choses qu'on doit faire comme ça. C'est la première réponse que j'ai à te donner. Pas à Shalom, tu prêtes pas attention. Mais simplement, le hika, l'essentiel, c'est qu'on fasse attention à soi-même. Et la deuxième réponse, c'est que quand il y a une mitzvah qui est négligée par les autres, bon, on peut leur dire, on peut les inciter, peut-être en parler. Zarma, une fois où on parle d'un shiur, tu poses une question sur cette mitzvah, tu vois. Et là, l'allusion, elle va être faite très indirectement. Et en cela, peut-être que ça va les inciter. Mais entre-temps, la mitzvah, si elle est négligée, il y a une notion qui s'appelle, une mitzvah qui s'appelle met mitzvah. C'est quoi met mitzvah? C'est dans le temps, quand il y avait un corps, un cadavre d'un juif qui était trouvé sur le chemin, ça s'appelle, il est connu, mais comment? On devait l'enterrer sur le terrain, sur le moment, parce qu'on ne sait pas qui il est, on ne sait pas du tout, il n'y a aucun papier sur lui. Donc il est met mitzvah. On ne sait même pas à qui, le temps que tu l'emmènes en ville et tout, ça s'appelle mitzvah, on doit l'enterrer sur place. Aujourd'hui non, parce que tout est en béton, tout ça, et puis en plus ils vont te le virer après. Donc ça ne marche pas comme ça aujourd'hui. Mais dans le temps, on devait l'enterrer sur place, met mitzvah. Et c'est une allusion met mitzvah, où la mitzvah, quand personne n'a qui va la prendre, et personne ne veut de cette mitzvah, elle est négligée par le rov du public, à ce moment-là, symboliquement, il y a comme une abondance, un shefa qui vient du ciel, et qui est censé se répandre et se répartir sur tout en Israël. Mais comme il y a peut-être seulement 10 personnes qui la font cette mitzvah, ou alors une seule personne dans le cas le plus extrême, tu vois, celui qui va la faire cette mitzvah-là, il va récupérer une abondance qui était censée alimenter tout en Israël.
Il va être survolté d'un shefa terrible, dingue, tu vois. Alors il y a des personnes, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, non, personne ne le fait, moi non plus je suis comme tout le monde. Je ne vais pas être plus royaliste que le roi. Il y a des gens, des ignorants qui disent, il ne veut pas être plus sadique que la fifure, comme s'il était sadique, tu vois. Alors, il ne veut pas être plus royaliste que le roi. Alors il va être comme tout le monde, monsieur tout le monde. Et c'est dommage. Au contraire, tu vois qu'une mitzvah, personne ne l'a fait. Prends-la toi! Prends-la toi, c'est comme un trésor que personne, il est censé se répartir devant tout le monde. Toi, tu le prends, tu es riche, tu comprends? Une seule mitzvah que tu as pris et que personne ne fait, ouais, tu peux avoir. C'est comme un super turbo, il te propulse dans le ciel. Donc ça, c'est la deuxième réponse. D'accord? C'est pour montrer que, non, au contraire, une mitzvah, il y a ce critère-là. Moi, je parle avec quelqu'un parfois dans la synagogue, et à chaque fois, il a toujours la même réponse. Il me dit, voilà, je regarde, personne ne le fait. Je sais pas, on parle de quelque chose, pendant la Kedusha, pendant n'importe quoi. Il dit, regarde autour de personne ne le fait. Tu vois? Et on prie avec des gens qui sont pressés, comme ça. Et un jour, je lui dis, mais au contraire, si personne ne le fait, toi, prends-le. Lui, il voulait me dire, si personne ne le fait, ça veut dire, tu imagines, il voulait me dire, c'est comme si tu es toujours marmire, toujours tu cherches des mitzvot que personne ne fait. Donc il n'était pas, Zorem, tu comprends, il n'était pas tellement partisan de. Et au contraire, quand tu vois qu'une mitzvah, personne ne l'a fait. Par exemple, quelle mitzvah où pas personne ne le fait, mais elle a tendance à être négligée, par exemple. Dans la synagogue, ne pas parler de choses profanes. C'est une mitzvah qui est dure, qui est très dure à respecter dans la synagogue. Ne pas parler de choses profanes. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Ça s'est bien passé au travail? Ah, très bien. Tu as fait une bonne semaine. Tu as fait de bonnes affaires, trucs, machin, pour l'ouvrir un peu à la personne qui se sente bien à l'aise. Tu veux lui poser une question qui va, tu vois. Mais dans une synagogue, non, il faut pas parler de choses profanes. Il faut parler de choses que de Torah, d'ivrei Torah ou même Mishtok. Et ça, c'est une mitzvah qui est dure à faire. Et c'est écrit dans les poskim, c'est écrit que quelqu'un, ou par exemple, il a un voisin dans la synagogue. Ce voisin-là, il est bavard, il est très gentil. Et tu ne veux pas le vexer, purée, il vient, il s'intéresse à toi, alors comment ça se passe au travail? Oh, au travail, c'est sourd de parler du travail à la synagogue. Comment ça se passe au travail? Tu es content à ton travail? J'espère pour toi. Tu vois le cœur sur la main, le type il est très gentil, mais j'ai pas le droit de parler avec lui du travail. Comment tu fais avec lui? Alors, c'est écrit que c'est moutard, c'est autorisé de mentir, entre guillemets, un sheker lavan, de faire bouger les lèvres, comme s'il était en plein teilim, en plein milieu d'un psaume, d'une prière. Tu regardes comme ça, tu fais comme ça. Alors bon, ça veut dire pas lâche-moi, mais ça veut dire bon, il va te lâcher sans que tu l'aies renvoyé. Mais tu as menti, tu as fait zarma comme si tu dis quelque chose. C'est du mensonge. Non, moutard. Pourquoi? Parce que sinon tu vas le vexer, tu vas dire non, tu sais, on n'a pas le droit de parler de ça à la synagogue. Qu'est-ce que tu me parles maintenant de ça? Oh, le type il dit qu'est-ce que je viens, le cœur sur la main. Je viens comme ça qu'il me répond, il est un peu, il va même pas comprendre le langage. C'est comme si tu es un martien pour lui. Donc il faut entre les gouttes, il faut essayer de s'esquiver. Et ça sort à côté de quelqu'un, soit qui te parle d'ivrei Torah. Il y a des gens qui sont enclins à parler d'ivrei Torah. Il y en a un, ça à côté de lui. Tu as vu ce qui est dans la paracha, ce qui est écrit? Ah, et ben il va te dire un truc pas terrible, mais c'est moutard. Bon, tu vas écouter ce qu'il dit, après tu vas écouter ce qu'il dit, et tu vas lui donner toi un chidouche, tu vas l'aider à comprendre la paracha, ou alors tu vas t'intéresser à la question. Le lendemain, tu vas lui ramener la réponse. Bon, ça va être intéressant. C'est moutard, rabat, c'est bien, c'est un défi de Torah. Mais les gens qui sont après la tefila, ils se sont inventés et ils commencent à parler avant d'aller au travail comme ça, c'est pas bon. Il faut sauver tu prends le thé, tu sauves dehors. Vraiment. Donc, ou alors tu dis un Dvar Torah, tu dis une halakha, tu dis pourquoi? Comment ça se fait que c'est moutard de faire ci et c'est assourd de faire ça? Comment ça se fait? Est-ce que c'est moutard le Shabbat, par exemple, d'utiliser un citron? Il y a les citrons comme dans les. Vous avez vu dans le restaurant le citron avec la petite réchette, là, comment on appelle ça? Une petite gaine comme ça, pour faire pas que les noyaux y passent. Tu es au restaurant ou dans un mariage, ils te donnent des demi-citrons coupés avec une petite gaine et tu fais. Alors, est-ce que c'est moutard Shabbat? C'est borer. Borer, c'est trier. Est-ce qu'on en fera ou pas? Ce matin, j'ai vu dans les halachot du matin, où ils donnent deux petites halachot j'ai vu, il y en a un dans El Amon Mirchol, un sefer qui s'appelle El Amon Mirchol, il les métire. Jusqu'à présent, j'ai entendu tous les poskim, ils disent c'est assaut. On verra le borer. Alors, quand tu vois qu'il y a du blabla comme ça, tu dis, dis-moi, c'est moutard ou pas? J'ai pas compris. J'étais à un mariage comme ça, tu sais, ces citrons-là. Shabbat, on peut faire ça ou pas pour la classe? Pour faire un bon, genre la classe, sur le pas. Tu sers des citrons aux invités, tu sers des citrons à la grande classe. Avec des. Comment? Alors, il y a beaucoup de poskim qui disent c'est assour, c'est borer.
Parce que quand tu presses le citron, le... Oui, mais quand tu fais un citron comme ça, on a le droit. Le Shulchan Aruch, il dit Moutar lisrot limonish. Limonish, ils appellent ça limonish. Ah, bah, le Rashi, tout ce qui est écrit en hébreu, alors que c'est un langage latin, quand c'est au pluriel, ils écrivent lish, nish, nish. Le S, nous, on ne le prononce pas, les Français. Tu verras souvent dans Rashi, tu verras ish à la fin, c'est-à-dire que c'est au pluriel. Alors, Shulchan Aruch, en hébreu, c'est écrit Moutar lisrot limonish. Comme ça. Les limones. Il veut te dire en espagnol, tu vois, parce qu'il était Megoré Sfarad, il était des Megoré Sfarad. Et donc, tu poses une question comme ça, une question qui va faire réveiller les gens, tu comprends? Tu comprends? Moutard ou pas? Tu vas dans une station d'essence, garde dans ton sac 2-3 questions comme ça. Tu vas dans une station d'essence, tu vois un prix. Tu vois un prix de l'essence, par exemple, 8 shekels le litre d'essence. Bemezouman, 7,80. D'accord? Est-ce que c'est moutard par ribit? C'est-à-dire, quand tu vas payer 8 shekels, donc l'argent il va rentrer un peu plus tard. Donc tu paies un peu plus parce que c'est plus tard. Est-ce que c'est ouvert à le ribit ou pas? Tu comprends? Alors la réponse, elle est intéressante la réponse. La réponse, il faut qu'il publie. Il ne faut pas qu'il publie 2 prix. Il faut qu'il publie par exemple, soit il publie le premier prix en mezouman. Non, pardon. Le prix c'est en 4 sécherailles. Et le deuxième prix, juste te dit, bon, si tu me fais une tova, tu me comment dire, discrètement, tu m'économises le fait d'aller de la commission, le truc machin chouette comme ça. Bon, toi, je te fais un prix comme ça. C'est-à-dire, c'est pas le prix, c'est pas que le prix il a été surélevé. Au contraire, le prix c'est 8, mais si tu me fais une tova comme ça, je te fais une anacha, une réduction. C'est différent. Tout le monde le sait, ça. Pas tout le monde le sait. Non. Moi, il y a quelques années, je ne savais pas. Mais non, mais si tu veux payer un peu les humains, c'est parce qu'ils prennent du rébit sur les achats. Oui, mais justement, on n'a pas le droit, d'après la Torah, on n'a pas le droit de payer de taux d'intérêt à un autre juif. C'est-à-dire, si tu me prêtes de l'argent, j'ai pas le droit de te rendre plus. Si tu me prêtes, par exemple, un œuf, j'ai pas le droit de te rendre un œuf plus gros que le premier que tu m'as donné. Chose comme ça. Mais non, mais quand tu achètes un pull, par exemple, tu dis si tu payes un musulman, Fais moins. Je te fais moins. C'est du commerce. Il faut que dans le commerce, il soit inscrit que le prix c'est le prix élevé. C'est ça le prix. Et non pas que le prix il est moins cher pour attirer les clients, mais ceux qui payent en ashraï, alors ça sera un peu plus cher. Là, par exemple, ça peut être ribit, c'est un problème de ribit. C'est pas que c'est plus cher. Le prix, c'est le ashraï, et si c'est musulman, c'est moins cher. Il faut que ce soit rédigé de cette façon-là, publié de cette façon-là. Pas toujours. Parfois, il y a des commerçants, ils sont tentés pour que le prix soit concurrent avec toutes les autres stations d'essence. Ils vont te mettre le gros prix qui est Bémézouman, tu comprends? Comme si c'était ça le prix. Et l'autre prix, c'est un prix plus cher. À ce moment-là, il y a un problème de ribit. D'accord? Bon, Stam, je veux te dire, c'est des choses qui sont des questions qui allument les gens, parce que les gens, ils prennent l'essence, ils vont dans des mariages où il y a le citron, des choses qui les concernent. Comment? Donc, ça va les concerner, donc ils vont te répondre à la question. Pas est-ce que si il y a une question hyper talmudique comme ça, où ils ne vont pas comprendre forcément de quoi il s'agit. Quelque chose qui les fait rentrer dans le bain. Tu vois. Alors, garde sa réponse un peu comme ça, comme ça, comme quand il est trop baratineur, il te parle tout le temps de dire Hall à la synagogue, tu lui balances une question comme ça. Ça, une route de secours. Le issur de Borer, c'est prendre le vent du Mont Dieu ou le. Non, alors, Shabbat et Yom Tov, c'est différent. Shabbat, le Issur Borer, il pose la question. Issur Borer, c'est une halakha qui est compliquée, hein, Joe. Une halakha qui est un petit peu complexe. Il y en a qui disent que c'est la plus compliquée, Shabbat. Borer, les Mayens, triés. Alors, c'est 3 conditions. Rachet Tevot, acrostiche, Eyal, Aleph, Yud, Lamed. D'accord? Alors, le Aleph, c'est Ochel Mepsolet. C'est-à-dire, quand tu prends par exemple tu vas dans une salade, tu n'aimes pas les noyaux du citron, quand on a pressé les citrons, ils sont tombés quelques noyaux, il ne faut pas prendre les noyaux et les jeter. Ça, c'est Borer. Ça, c'est un issour, ça peut être un issour Torah parfois. Comment? Donc on prend le ochel, la nourriture qu'on veut, qu'on désire, et on laisse le psolète, le résidu. Comment ça peut être un issour Torah? C'est un issour Torah ou non? Oui. Ah voilà. Donc, Non, dans certains cas, c'est pas forcément issour Torah, parce qu'il y a des marlocotes. Mais si tu fais ça, tu fais Borer. Si tu le sais, C'est aussi une sélection.
si tu manges ce que tu veux et tu laisses ce que tu ne veux pas. C'est un Oui, mais tu as pris le manger de ce que tu veux et tu as laissé le résidu. Dans ce sens-là, déjà, d'après le premier critère, c'est bon. Ce qu'il faut, c'est prendre, pour que ce soit mouta, il faut prendre ce que tu désires et laisser le résidu. D'accord? Deuxième chose, bayad, velo bakli, aleph, yud, lamed. Le deuxième, c'est yud, bayad, et non pas bakli. Parce qu'il y a un kli, mais voir les brira. Par exemple, un filtre. Un filtre, c'est un kli. Mais si tu fais ça à la main, par exemple, tu prends le citron, tu fais ça sur la main, donc déjà, c'est à la main, c'est pas au kli. Donc c'est un chinouille. Déjà, c'est peut-être de Isur Torah. Bon. Alors, même il y a des possibles qui disent si tu fais ça avec la main, tu filtres avec la main, c'est moutard déjà. C'est dit c'est moutard, feu rouge. Donc, bayad, c'est-à-dire tu vas pas faire ça avec un cli, avec un instrument qui est destiné à trier, à sélectionner. Et le troisième, c'est l'amed, c'est les altars. Les altars, ça veut dire de suite. Et Bedi Avad dans la demi-heure. Mais les altars, mamash, c'est qui touche. Mamash, ça mourt. C'est-à-dire la minute qui vient, les secondes qui viennent. Mamash, on voit, c'est mis en lumière que c'est pour maintenant. Et non pas pour tout à l'heure mettre de côté. Par exemple, prendre des glibettes, tu vas les éplucher, tu vas laisser une trentaine de glibettes déjà épluchées dans la petite assiette. Pour faire plaisir à ton invité. C'est pas bien ça. Il faut que ce soit miad. Vraiment. Et ensuite, il y a un autre critère encore à part égal, c'est des rachila. Par exemple, tu prends une banane. Je veux enlever l'épluchure de la banane. Est-ce que je ne suis pas en train d'être boreur là, sélectionner, j'enlève le résidu. Mais comme c'est der rachila bekar, on ne peut pas manger une banane autrement que ça. C'est-à-dire, c'est le derer, on peut manger autrement. Mais en principe, la façon commune de manger une banane, tu prends la banane, tu l'épluches comme ça et tu la manges. Donc, même il y en a qui s'y font, ils épluchent, ils jettent l'épluchure et ils mangent. C'est der rachila. Si tu fais ça, bayad, c'est-à-dire ochel mapsolet. Donc tu épluches, c'est der rachila. C'est ça qui va te faire contourner, que tu peux toucher l'épluchure, parce qu'on ne peut pas accéder à la banane sans l'éplucher. On veut d'abord accéder à la nourriture, mais c'est impossible. C'est enfermé dans l'épluchure. Donc on est obligé d'éplucher. Ça s'appelle der rachila. Ensuite, avec la main, non pas avec un ustensile ou quoi. Et ensuite l'altar tout de suite. Donc tu prends la banane, der rachila bekar, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen, ou l'orange, peu importe. C'est la façon d'éplucher une orange. Tu ne vas pas manger une orange avec les dents. Comme ça. Il y en a, mais c'est pas des rachila, que tu l'épluches et ensuite tu la manges. D'accord ? La pomme. Non, il y a un problème. C'est pas qu'il y a un problème, ce sont les. D'abord, il y a ce qu'on appelle les fruits et les légumes où la peau, elle est comestible. Comme les concombres. Il y en a qui aiment éplucher les concombres. Comment il y en a qui aiment éplucher? Il y en a qui aiment éplucher les concombres. Comment ? Non, il y en a qui épluchent pas les concombres. Il y a beaucoup de vitamines dans les concombres ou dans la peau. Ils veulent pas éplucher, ils en ont le droit. Pourquoi tu les regardes comme ça, comme si... Non, c'est pas le problème. C'est le cas ou pas la pomme? Non, mais par exemple la pomme, il y a beaucoup qui aiment éplucher la pomme. Mais il y en a beaucoup qui te diront beaucoup de la vitamine. Elle est dans la peau, ils veulent manger la peau. Non, il n'y a pas de problème, chacun fait ce qu'il veut. Mais est-ce que ça s'appelle éplucher ou pas ? Alors déjà, paradoxalement, éplucher une pomme, ce sera moins problématique parce que la pomme, en soi, la peau, elle est comestible. Et en plus, quand on va éplucher la pomme, il y aura toujours un peu de chair de la pomme elle-même qui va être dans ce que tu vas éplucher. Donc tu vas enlever un peu de chair avec l'épluchure. Donc déjà, ça va faire descendre le problème de sélectionner parce que en sélectionnant, tu vas jeter aussi du comestible de la pomme elle-même. Que toi-même, tu voudrais manger cette chair-là. Sauf que tu ne veux pas éplucher complètement stérilement et faire une sélection totale comme l'épluchure de banane par exemple, ou d'orange, où l'épluchure elle est vraiment très séparée du fruit. Dans la pomme et le concombre, quand tu épluches, eh ben, tu enlèves fatalement aussi un peu de la chair qui est comestible. Donc c'est moins problématique. C'est un petit pois carotte avec de la viande. Tu as fini de manger, tu vas récupérer la viande. Tu peux ou pas? Attends, tu as un plat de viande avec des carottes? Petit pois carotte et viande. Ouais, un petit pois. Un plat avec des petits pois, des carottes et de la viande. Quand une fois, tu veux parler de Shabbat, une fois que Shabbat tu as fini de manger, tu vas récupérer la viande? Prendre le bon du mauvais, c'est ça. Pourquoi faire? Pour le prochain repas, c'est ça? Ce que tu fais, tu prendras avec aussi un peu de petits pois. C'est ça. Quand tu veux récupérer la viande, parce que la viande, elle est chachouv, elle est importante, tu ne veux pas l'acheter à la poubelle, puis elle est bien. Tu veux récupérer la viande et ne pas être
over al borer sélectionné, tu vas prendre aussi avec un peu des condiments autour, des légumes autour, donc il n'y aura pas de problème. Mais le issour, il vient de enlever le mauvais du bon ou c'est Enlever le mauvais du bon. prendre le bon du mauvais? Le issour, c'est enlever le mauvais du bon déjà. Maintenant, Yom Tov, c'est autre chose. Yom Tov, c'est écrit grâce à l'autorisation de Ochel Nefesh, tout ce qu'on a le droit de faire pour accéder à la nourriture, etc. Le Yom Tov, ce sera plus pratique. Si, par exemple, il arrive que dans l'assiette, il y aura plus d'épluchures ou plus de résidus que de ce que tu veux manger. Il y aura par exemple 30% de ce que tu veux manger ou 10%, tu vois. Il y a, je sais pas moi, plein d'épluchures et à peine un quart. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas être obligé Ou alors, par exemple, au contraire, tu as un plat avec un seul noyau, petit noyau de citron. Et tu ne peux pas enlever le noyau, mais tu vas servir. Alors tu vas être obligé d'enlever toute la salade et de laisser le noyau dans le bol parce que tu n'as pas le droit de faire transvaser, tu comprends? Alors Yom Tov, on regarde la majorité. Si la majorité, c'est la salade, tu as le droit de prendre le noyau et de l'enlever. Yom Tov, pas Shabbat. Et si la majorité, c'est le noyau, à ce moment-là, tu as le droit de prendre la salade et de le mettre de côté. Selon ce qui est confortable. D'accord? Yom Tov. Shabbat, non. Shabbat, c'est pas seulement confortable, tu es obligé de prendre la nourriture du résidu. Tu peux pas inverser même si c'est très inconfortable. Même s'il n'y a qu'un seul noyau. Bon. Et pour ce qui est de la graisse dans la viande, il y en a qui la mangent, il y en a qui la mangent pas. La peau aussi, pareil pour la peau, il y en a qui ne mangent pas la peau. C'est le même ligne. Ça s'appelle derech achila bekar. Derech achila, c'est-à-dire étant donné déjà que c'est attaché à la viande. La graisse de la viande, c'est pas des choses qui sont mélangées, mais qui se touchent, mais qui ne sont pas attachées l'une à l'autre. La graisse et la peau, souvent, elles sont attachées. Donc tu les sépares. C'est un peu comme l'épluchure de la banane. C'est derech achila bekar, tu as le droit de l'éplucher et de manger. D'accord? Et avec la fourchette et le couteau aussi. Ça s'appelle pas kli brera. Ça s'appelle un keli, mais ça s'appelle pas kli lebrera. Un instrument qui est destiné à sélectionner. Bémicré, c'est avec ça que tu vas enlever la peau et tout ça, mais c'est pas destiné à ça. D'accord? Il y en a qui mangent la peau aussi. Il y en a qui disent c'est bon pour la santé. Il y a du collagène, je sais pas, il y a des vitamines dedans aussi. Comment? La peau de quoi? La peau du poisson et du poulet. Ah, Il y en a qui disent c'est bon pour la santé. De toute façon, c'est tapice l'artère. Le poulet, c'est le bouche. Ah ouais? C'est que là, c'est très gras. Ok. C'est bon à savoir. Donc voilà, c'est ça pour ça c'est pour Boré, on a parlé un peu de la chod. Maintenant pour le talit. Juste, on voulait parler au début de talit katan. Celui qui, pour nous les Sfaradim, on porte un talit, il y a plusieurs critères, mais rapidos quoi. Il faut que ce soit un talit déjà pour que ce soit mitzvah min Torah. Les Ashkenazim, même si le talit il est fait en acrylique ou quoi, ils sont acquittés du mitzvah de la Torah. Mais nous les Sfaradim, il faut que le talit il soit fait en tsamer echelim, en laine laine de mouton. D'accord? Et que ce soit fait à la main aussi, à la main avec kavana, les shem mitzvah. qu'est-ce qu'il fait? Tout le brodage, tout. Le brodage des fils de tzitzit, tout soit fait à la main avec kavana, les shem mitzvah. Ah, tzitzit. Tzitzit, ouais. Oui. Mais même aussi l'habit lui-même, il faut que ce soit en laine. Oui, c'est pas à la main. Comme ça, tu vois. Non, pas fait à la main, mais l'habit lui-même, il sera fait en laine de mouton. D'accord? Non, en coton. Comment? Le coton, il est. Ce qu'il te vend, c'est du coton. Non, tu peux l'acheter en laine, pas en coton. Pas en coton, en laine de mouton. C'est un peu moins confortable, mais ça va, on s'habitue à ça. C'est pas un problème. Non, mais tu peux pas l'acheter en coton. Comment? Tu peux l'acheter en coton, mais c'est des rabanan. C'est mitzvah des rabanan seulement. Ah bon? Tu fais la bracha dessus ou pas? Alors, pour qu'on puisse faire la bracha sur le talit katan, d'abord, si on est le matin quand on porte le talit katan, déjà il y a une autre chose. Avant qu'on arrive à la bracha, il faut dire que la dimension aussi. Il y a un trou du cou pour faire passer le cou. Il faut que pour que ce soit le plus halak, le plus clean au niveau de la halacha, pour qu'on puisse faire une bracha, il faut qu'il y ait la dimension, sans compter le trou du milieu pour faire passer la tête, il faut qu'il y ait 2 amot en longueur et demi-ama de chaque côté. Ama, c'est 48 cm. C'est-à-dire, sur les côtés, 24 cm. À partir du trou jusqu'à l'extrémité d'un côté, de l'autre, au moins 24 cm.
Donc 25, 26, parce que quand tu le laves, après ça rétrécit. C'est pas les nouveaux textiles d'aujourd'hui, c'est de la laine. Donc il finit par rétrécir un peu, donc il faut que ce soit un peu plus élevé. Ne regarde pas la dimension exacte à l'achat, parce que dès que tu vas commencer à le lever 2-3 fois, ça va finir par rétrécir. Donc il faut l'acheter un petit peu plus grand. 24 cm, plus que 24 cm de chaque côté. Et quand tu prends les dimensions sans compter le trou, il faut qu'il y ait 2 amot, ça veut dire 98 cm. Donc prends 1 mètre sur les côtés en longueur, sans compter le trou du cou, d'accord, de la tête qui passe. Déjà, c'est le deuxième critère, la dimension soit suffisamment grande. Deuxièmement, que ce soit fait à la main, les Shem Mitzvah. Et troisièmement, le matin, pour faire la bracha, si je sais que je vais porter un talit gadol, ce qui est notre cas, on porte toujours un talit gadol à la tefila. À ce moment-là, on ne fait pas de bracha sur le tzitzit katan, le talit katan le matin. On compte sur la bracha du talit gadol qu'on va faire un peu plus tard. Et dans la bracha de talit gadol, on va avoir l'intention d'acquitter le tzitzit katan, talit katan. D'accord? Sauf un cas d'exception, par exemple le Shabbat, la veille du Shabbat. On va prendre sa douche. Et peut-être celui qui a un talit katan, qui est plus meoudar, plus propre, plus nouveau, je sais pas. Il fait une séparation, il fait un habit pour Shabbat. Ce talit katan, il va donc le changer après la douche. Étant donné que là, il va le changer. S'il y a les dimensions nécessaires. Et étant donné qu'il ne va pas porter de talit katan, de talit gadol après. Et il fait encore jour. Parce que la nuit, on ne fait pas de bracha sur talit katan. C'est que le jour. C'est écrit ur item oto. Donc c'est bezman reiyash, c'est que le jour. Donc le zman mitzvah, c'est que le jour. Donc, si on prend la douche 1 heure avant la shkia, par exemple, et qu'on change de talit katan, à ce moment-là, on fera la bracha. Asher kideshan mitzvotab tzfanon, a mitzvah tzitzit. D'accord? Et s'il s'est trompé, il a fait leit atev tzitzit, comme pour le talit gadol, yatsa et dechov. Et même le halacha boura, le Rav David Yosef, il dit même qu'il faut faire le même mouvement. On le met sur le tête et on fait la hatifa comme ça, hatifa ishmaelite, comme ça le halacha boura, il dit. Si tu fais la bracha dessus, il vaut mieux, c'est mieux, pour moi, de faire le même mouvement avec la hatifa ishmaelite. D'accord? Mais bon, la Kout Yosef, il écrit pas ça. Il faut faire la bracha quand tu mets le talit katan. Quand tu changes, Non, quand tu mets le talit katan. Non. justement, si c'est le matin et que tu vas bientôt mettre le talit gadol, à ce moment-là, tu fais pas la bracha. Tu vas attendre la bracha du talit gadol à Cher qui déjà mes états, et tu vas faire atifa ishmaelite sans couvrir le visage, et tu auras l'intention à ce moment-là d'acquitter le talit katan. Que tu as Qu'est-ce que tu appelles ça? Atifa Ishmaeli? Ishmaelite, ouais. Ah bon, je savais pas. C'est quand on porte le talit gadol, C'est bien, c'est ça. Il se lève comme ça. on le met comme ça sur la tête, d'accord? Comme une écharpe en fait, mais au-dessus de. Attends, pour Joe, je fais porter un pan sur le côté, un pan sur l'autre, mais attention, je laisse le visage couvert, juste au-dessus de moi. J'attends entre chaque